Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Fabienne Jordan. Fabienne fait partie des dentistes pionniers qui ont participé à la mise en place, à la construction de systèmes de CFAO. Elle a participé très activement à la révolution numérique de notre métier et c'est avec beaucoup de passion qu'elle nous partage son histoire, son expérience, ses conseils en CFAO. Alors l'interview s'est faite à distance étant donné les circonstances actuelles. J'espère que vous ne serez pas trop perturbés par le son qui n'est pas forcément d'une qualité optimale à certains moments. Voilà, j'espère que ce petit détail technique ne vous empêchera pas de savourer cet épisode. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie. Je suis ravie de t'accueillir sur C2S Dental Talk. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais te présenter pour les dentistes qui ne te connaissent pas, pour les dentistes qui nous écoutent, s'il te plaît? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis dentiste depuis diplômée depuis 85. Et dès 85, en fait, je n'avais même pas encore passé ma thèse. J'ai fait la connaissance de François Duret. Et ça a été un choc. Et donc, je dis toujours que je suis un peu comme Obélix. Tu sais, je suis tombée dedans, en fait, quand j'étais petite. C'est-à-dire que je n'étais même pas encore dentiste diplômée, que déjà, j'entendais parler de CFAO et j'ai tout de suite envoyé sur cette technologie-là qui était à l'époque une technologie de l'avenir et pas du présent. Oui. Mais voilà, donc depuis cette époque-là, je tiens une caméra d'empreinte optique entre les mains et tout est à propos de ça. Toute ma vie professionnelle est à propos de ça et je dois dire un peu ma vie personnelle aussi. Tout voilà, autour donc de la ça m'a CFAO. apporté, tout ça m'a apporté beaucoup de joie professionnelle et beaucoup de passion qui dure en fait. Parce que je me rends compte que 30 et quelques années plus tard, je suis toujours aussi passionnée de ça et toujours aussi impliquée. Et ça me renvoie plein de satisfaction et de possibilités de partage, et de possibilités de grandir. Enfin, super. Voilà. Donc, j'ai jamais arrêté. Alors, au départ, avec les ingénieurs de François Duret, donc vraiment en recherche et développement. Oui. Après, j'ai monté un cabinet à Lyon en 95. Et là, j'ai fait la connaissance de Pierre Brassard. D'accord. Donc là, j'ai appris de l'organisationnel. C'était Pierre-Michel Le Prado, d'ailleurs, à ce moment-là aussi qu'il était dans l'équipe de Pierre, oui, avec l'IDEO. Et puis donc, j'ai rajouté le volet organisationnel à la nouvelle technologie grâce à ça. J'ai créé un cabinet avec mes envies de soigner les patients de cette manière, en nouvelle technologie, en groupant les actes, en optimisant au maximum leur passage chez nous et surtout en optimisant le genre de travaux qu'ils allaient emmener avec eux, n'est-ce pas, dans leur bouche. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'idée de départ. Et puis, ma vie personnelle m'a amenée 12 ans plus tard en Auvergne, à Clermont-Ferrand, dans un cabinet qui était bien sûr un cabinet existant, avec déjà des praticiens qui étaient là, une équipe qui tournait bien, selon les principes d'IDEO. Donc, au niveau organisationnel, c'était nickel. Par contre, il y avait zéro nouvelle technologie. Et donc, moi, j'ai apporté à nouveau le CEREC, la planification implantaire, l'orthodontie, l'empreinte optique, etc., etc. Tout ça, j'ai fait rentrer dans un cabinet qui était déjà super organisé, mais qui n'avait pas ce genre d'outils. Et donc, c'est à cette occasion, d'ailleurs, je me suis rendu compte que quel que soit le genre de patient que l'on a, et quel que soit le genre de situation géographique, citadin ou rural ou autre, à chaque fois, le système de cette technologie d'empreinte optique. Et après, on choisit si on veut tout faire au cabinet ou si on veut déléguer la partie production. Ça, c'est libre à chacun. Mais de toute façon, la nouvelle technologie avait sa place dans un cabinet, quelle que soit sa forme, son implantation, etc. D'accord, ok. Voilà. Et maintenant, et maintenant, je suis à Challes-les-Eaux. Voilà, donc ça va faire 6 mois que je suis à Challes-les-Eaux. J'ai rejoint mon nouveau compagnon de vie et de route, qui est dentiste, que j'ai connu grâce au CEREC. C'est pour ça que je dis que la vie personnelle est aussi à propos de la CFAO. Et voilà, je l'ai connu à l'Académie du Sourire, puisque je suis intervenante à l'Académie du Sourire. On est ensemble dans la vie et dans la vie professionnelle aussi maintenant, et c'est super. Voilà, un beau petit cabinet, c'est à fond CFAO.
Oui, c'est ça. Donc, la CFAO dans toute ta vie, professionnelle, personnelle, de haut en bas, en long, en large et en travers. Ok, parfait. Est-ce que, juste avant de revenir, donc tu expliquais qu'avant même d'être thésée, voilà, tu t'es pris de passion pour la CFAO, pour les nouvelles Ouais. technologies. Est-ce que avant ça, tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi le métier de chirurgien dentiste? Est-ce que déjà c'est un vrai choix? Est-ce que c'est un peu par hasard? Est-ce que c'est par défaut? Comment finalement tu es arrivée à faire ce métier-là? Est-ce que c'est bien avouable? J'étais très D'ac- amoureuse d'un jeune homme qui partait faire dentaire. D'accord. Ok. À l'époque, voilà, à l'époque, j'étais en maths sup et je voulais Oui. vraiment faire une carrière scientifique. Moi, c'était mon truc, quoi. Alors, idéalement, c'était astrophysique, mais bon, peu importe, c'était un peu fort pour moi. Mais c'était à propos de quelque chose de scientifique. Je voulais vraiment, c'était mon truc. D'accord. Je ne me voyais pas d'ailleurs du tout dans du relationnel humain. Ça a été le super cadeau, tu vois, que j'ai découvert dans ce métier. Parce qu'en D'accord. fait, alors parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui partait faire dentaire à Marseille, je l'ai suivi. Oui. J'ai quitté le cursus purement scientifique. J'ai été servie d'un point de vue scientifique par justement toute cette technologie. Donc là, ça a été comblé. Mais le cadeau que j'ai eu au passage, c'est le relationnel humain dans ce métier de dentiste où il est fantastique. Je veux dire, Dieu sait si la technologie est fondamentale pour moi dans ce que je propose comme type de soins et comme type d'accueil et tout ça. Mais numéro un, ça reste la relation que l'on établit à deux entre la personne qui a voté pour vous et puis nous qui nous devons de répondre à ses attentes, à ses rêves, à ses souhaits le mieux possible. Voilà. Donc, D'accord. ouais, ça a été le super cadeau en fait. La Voilà. cerise Parce que sur le sinon, gâteau. j'aurais été petite ingénieure derrière mon écran, pas trop de contact humain, et voilà. Donc, Donc ça finalement, a été heureusement que tu avais le béguin pour jeune homme parce que tu l'as suivi et ça voilà, t'a amené. Ok, c'est ça. c'est C'est ça. le. Une belle Ok, opportunité. Ouais, c'est ça. vraiment. Très bien. Alors donc après, donc tu expliquais, donc tu as fait tes études, tu à peine sorti de la fac ou même pas sorti de la fac, tu rencontres François Duré. Est-ce que déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux présenter François Duré? Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette rencontre? Et puis, finalement, qu'est-ce qui a fait qui est tombée amoureuse de la CFAO ou amoureuse des nouvelles technologies? Qu'est-ce qui fait que finalement, comme tu le dis si bien, tu es tombée dans la marmite très tôt? François Duret, donc, c'est un monsieur, c'est un dentiste au départ. C'est un Oui. dentiste qui qui n'est pas que dentiste, qui a fait des études de biologie, qui a fait des études de physique, enfin, qui a une grosse tronche, on va dire, Ouais, et qui était donc prof à la fac dentaire de Lyon à l'époque. Et d'accord. dans sa cuisine, il a imaginé, c'était les débuts des lasers. Donc, c'était les débuts de la numérisation de l'information sans la toucher. Tu vois, parce que jusqu'à présent, on était sur des procédés physico-chimiques que beaucoup de dentistes utilisent toujours, c'est-à-dire le fait de mélanger des ingrédients pour qu'une prise chimique enregistre une forme en le touchant. Et puis là, tu fais complètement abstraction de ça, hop, tu passes dans le monde virtuel tout de suite. Ouais, C'est-à-dire que tu envoies une onde laser qui enregistre une forme sans la toucher et qui la numérise instantanément. Donc plus de déformation, plus de perte d'information. Tu as une précision comme il n'est pas possible d'avoir autrement, quoi. Après, le problème de l'époque, c'était la gestion de l'information. On avait tellement d'informations que les logiciels ne pouvaient pas suivre. Donc ça a pris du temps. Ça a mis des années à se développer, en fait, pour qu'il y ait un bon rapport entre la quantité d'informations que tu pouvais avoir en empreinte ouais, optique et puis ce que tu pouvais gérer après comme information sans y passer 2 heures, sans des ordinateurs super puissants. Et puis l'idée, c'est quand même, et ça c'est une idée de François Duret dès le départ, c'est d'avoir un acte, si possible, dans la séance d'accord. ou avec un temps de réalisation le plus réduit possible. Il peut y avoir un passage par un laboratoire de prothèse, mais idéalement un laboratoire de prothèse intégré au cabinet dentaire. Tu vois, il peut y avoir une compétence de prothésiste. Ouais, C'était vraiment son idée, c'était même son idée encore plus que ce qu'on a avec le CEREC finalement. Tu vois, son idée à lui, c'était vraiment dentiste, tu fais ta préparation, tu fais ton empreinte optique, tu envoies toutes ces informations à un prothésiste qui a le background, qui a la connaissance et l'expertise de sortir l'élément de restauration nécessaire, un inlay, une facette, un wedge 4 éléments, enfin ce dont tu as besoin, un wedge sur un plan, et qui va te livrer un élément fini en utilisant la puissance de l'informatique au maximum. Donc, d'accord. du logiciel dédié, des fraiseuses numériques, de la soustraction de la position, mais commandée numériquement.
on ne parlait pas encore vraiment d'impression 3D à l'époque, mais hop, ça a bien sûr été intégré dans la chaîne. Toutes ces possibilités, et puis tu as quand même l'expertise, le savoir de l'humain qui est devant son écran ou qui va finir l'élément par un petit peu de stratification ou de maquillage, qui va faire que tout n'est plus dépendant de la dextérité et du savoir du prothésiste. Maintenant, tu as des systèmes qui vont te livrer des choses reproductibles. Ça, c'est la puissance de l'informatique. Hein. C'est reproductible. À partir du moment où tu as un logiciel qui dit il faut une 16 avec 4 cuspides, un pont des maths, hop, tout ça, c'est facile. Une quantité de colle, un ajustage de points de contact, tout ça, c'est reproductible. Et puis après, tu as juste la French touch, enfin, tu sais, le petit truc final du bon prothésiste ou pourquoi pas du bon dentiste qui s'y est intéressé. Je me mets dans cette catégorie-là. Qui va te rajouter, voilà, qui te rajoute juste son petit feeling d'intégration finale. Quoi. Mais l'essentiel est fait par l'ordinateur. Avec de la prévisualisation esthétique, avec de la planification implantaire. Tu as juste le bon axe pour le puits de vissage. Tu vois, tout ça, quoi. Ça, c'est la puissance de l'informatique. C'est ça qui me fascine. Oui, si je comprends bien, c'est ça qui t'a séduit finalement. C'est la révolution intellectuelle que ça représentait parce que du coup, toi, à la faculté, il n'y avait que les silicones, tout ça. Donc, c'est sûr qu'intellectuellement, en plus, tu disais, l'aspect scientifique, c'est ce qui te plaît quand même, ce qui te passionne. Donc, et après, du coup, François Duret, tu l'as rencontré à la faculté de Marseille ou comment ça s'est fait? Parce que tu disais, il était à Lyon. Il avait attaqué une série de conférences. D'accord. Et à l'époque, j'étais donc attachée en service d'occlusion avec quelqu'un que je salue et que j'admire profondément, qui s'appelle Jean-Pierre Toubol, qui a été un des grands noms de l'occlusodontologie à cette époque. Et donc, j'étais à la fois son assistante dentaire dans son cabinet de ville, attachée dans son service. Et puis, un soir, il me dit ce soir, tu es avec moi, je vais t'emmener voir ton futur. D'accord. Texto. Il m'a dit, je vais t'emmener voir ton futur. Ouais. Et donc, on est allé à Marseille écouter François Duret qui commençait sa tournée de conférences pour expliquer son idée, qui n'était pas encore vraiment mise au point, si tu veux, mais ce qu'il avait dans la tête. Quoi. Oui, il avait la vision. Et là, je suis ah ouais, il avait la vision. Et puis là, j'étais sidérée, quoi. Je me dis, mais c'est ça que je veux, moi. C'est comme ça que je veux mon exercice. D'accord. Donc, à la fin de la conférence, j'ai été le voir et je lui ai dit, je dois faire une thèse pour boucler ma 5e année, parce qu'à l'époque, on avait 5 ans. Est-ce que je pourrais faire mon sujet de thèse pour vous? Il m'a dit, mais bien sûr, j'ai besoin d'un cahier des charges pour mes ingénieurs pour leur expliquer ce que c'est qu'une surface occlusale, un point de contact occlusal, des points de glissement cuspidien, une latéralité, voilà. Est-ce que tu es capable de me faire ça? Et donc, j'ai fait ma thèse. J'ai fait un cahier des charges d'occlusion, en fait, à l'intention de gens qui ne sont pas dentistes, qui étaient des programmateurs, des ingénieurs et qui écrivaient des lignes de code. Ça a été extraordinaire. Donc, j'ai essayé d'expliquer le tripodisme, les ouettes centriques. C'était passionnant. Ce qui n'est pas simple. Et puis, c'est pas simple. Mais du coup, c'était très... tu vas vraiment dans le cœur du sujet, quoi. Pour expliquer ce que c'est que l'occlusion à quelqu'un qui n'est pas dentiste, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, donc j'ai fait ma thèse. Et puis, 6 mois après, François Duret partait aux États-Unis, à l'université de USC, en South California, et m'a demandé si je voulais bien être son relais pour tenir le service de test par des dentistes. Tu vois, tu sais comment c'est fait un process de création. Tu as d'abord la recherche et le développement, puis l'industrialisation, puis le service commercial. Et donc, moi, je devais tester ce qui sortait de R&D vers l'indus, et après, de l'indus vers le commercial. Donc, je devais tester si c'était fonctionnel au départ, et après, je devais tester si ça correspondait aux besoins du dentiste. D'accord. Voilà. Donc, j'étais sur ces 2 petits verrous-là, en test dentiste, pour voir si on était sur la bonne direction pour sortir un système de CFAO. Donc, c'est ta thèse finalement qui t'a amené à continuer ta collaboration avec lui petit à petit, progressivement. Ok. Exactement. D'accord. Voilà. Tu sais tout là. Oui, c'est bien. J'aime bien tout savoir. Et là, la question qui me vient, c'est que donc, tu étais jeune diplômée. C'était vraiment la préhistoire entre guillemets de la CFAO, des empreintes optiques, tout ça.
Et ça a mis quand même beaucoup de temps avant de vraiment se démocratiser. Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça a vraiment explosé dans les années 2010, tu vois. Enfin, c'est très, très récent. Et qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es accroché? Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de dentistes qui ont regardé ça de loin, en se disant que c'était pas au point, que c'était pas pour tout de suite, et on laissait les choses se faire. Tu vois, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a ça en tête sans que ce soit vraiment abouti, et c'est très récent. C'est depuis très peu d'années finalement qu'on a accès à toute cette technologie dans les cabinets dentaires. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es resté coûte que coûte accroché à ça et puis tu as persévéré dans cette voie et tu t'es dit que oui, c'était une vraie révolution et que ça allait aboutir? C'est une super question qu'on m'a jamais posée, Marie. D'accord. On m'a jamais posé cette question. C'est la première fois que je réfléchis à ça. J'ai lu ton parcours et je me suis dit, non, coriace. mais génial, génial. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme chacun sait, le système du a capoté, donc faute de capitaux pour terminer l'histoire. Il était un peu trop en avance sur les possibilités technologiques de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'apprêtais à retourner à mon exercice d'omnipratique classique. Et en fait, CEREC a toqué à ma porte. C'est le moment où Siemens à l'époque, cherchait à rentrer en France. Et ils ont eu connaissance de mon nom en cherchant des dentistes un peu au fait des nouvelles technologies. Et ils sont venus me proposer le CEREC. On parle du CEREC 1, t'imagines même pas ce que c'était le CEREC 1. Le dinosaure de la CFAO. Yes, voilà. Mais pour autant, qu'est-ce que j'ai vu là? D'abord, j'ai vu une caméra qui marchait. D'accord. Avec des principes d'interférométrie, tout ça a beaucoup progressé. Une caméra qui marchait. J'ai vu Vita qui avait sorti le bon matériau, le premier matériau usinable, collable, pour réaliser des inlays. On faisait que ça à l'époque. Et j'ai vu que je sortais quelque chose. Tu vois, j'ai vu que même avec cette espèce de bandit manchot là, la caméra marchait. Tu avais un petit écran cathodique de rien du tout, où tu faisais des lignes vertes sur fond noir, c'est pas tout ce que tu faisais. Et puis hop, ça usinait un morceau de céramique qui allait dans une cavité que tu pouvais coller. Et déjà, ça, c'était fantastique, c'est-à-dire que ça marchait. C'est ça qui m'a accroché. Et ce qui m'a accroché, c'est que dès le début, on avait un acte clinique. Ce que je trouvais compliqué à faire avec le système du Ray, où il y avait une déconnexion entre le monde réel du dentiste de tous les jours et l'hyper-technologie du système du Ray, ça ne se rejoignait pas les deux, c'était pas possible. D'accord. Mais avec le CEREC, c'était super simple. Tu partais pas sur des choses complexes, des bridges, non. C'était, j'ai une petite cavité, je balance un coup de caméra dessus, une image, en 2D et demi, en 2 dimensions et demi. Ça usine un morceau de céramique. Ouais, les joints, c'était plutôt 100 ou 150 microns que 30, on est d'accord. Mais ça marchait déjà. Et c'est ça qui m'a accroché. Et là, ils m'ont demandé... Ah oui. Et là, ils m'ont demandé si je voulais bien monter dans la caravane avec eux, quoi. On appelait ça la caravane, on faisait le cirque, Hop, on partait avec notre barnum, on allait présenter ça dans toute la France. J'ai vécu des moments fantastiques. Mais les moments fantastiques de pionniers, tu vois, qui savent que ça va marcher, ça ne marche pas encore. C'est compliqué d'imaginer que ça va être rentable et fonctionnel en exercice de tous les jours, mais on tient le truc. Il faut juste être persévérant. Et voilà. Et puis le sentiment finalement de participer à la révolution numérique de notre métier, parce qu'en fait c'est ça aussi, je pense, qui est extrêmement enthousiasmant. Tu sais que ça va marcher, tu sais que tu y participes. Enfin, ouais, c'est fantastique. C'est fantastique. Au passage, tu apprends quelque chose aussi, c'est que puisque tu sors des morceaux de céramique, il faut apprendre à coller. Oui. Donc, il y a eu le deuxième intérêt, plutôt biologique et biochimique, on va dire, pour cette explosion des systèmes de collage. C'était tout timide. Alors, j'ai aussi la chance d'être à Marseille. Et là, j'étais avec l'équipe de Jean-Christophe Paris. J'étais dans l'année de Jean-Christophe Paris. Et comme prof, on avait Jean-Louis Brouillet, André-Jean Fauché. Voilà, on avait des as du collage, des promoteurs et des promouvants du collage qui nous ont appris à coller. Et puis en troisième lieu, c'était l'esthétique. C'était la possibilité d'avoir des matériaux mimétiques, plus cet agent de masquage obligatoire sur des chapeaux en métal.
Donc, tout ça, ça a fait que je n'ai absolument pas lâché. J'étais servie partout. C'est génial. Les patients fascinés. Tu ne peux pas lâcher quand tu mets tout ça bout à bout. Ça fait un exercice génial. Oui, Voilà, c'est ça. Et pas puis d'autre bah, mot. aujourd'hui, on voit en plus que ça aboutit. Donc forcément, enfin, oui, c'est une révolution enfin, géniale. Et puis y avoir participé, j'avoue que c'est une sacrée expérience, hein. Alors aujourd'hui, du coup, tu as donc, je pense depuis, alors peut-être je me trompe, mais je dirais à peu près les années 2010. Je trouve que ça s'est quand même bien démocratisé. Ça Ouais. correspond aux années où moi j'étais en fin d'études et où on commençait à vraiment bien entendre parler du CEREC dans les cabinets. Enfin, et puis bah, même les autres systèmes de caméras sont sortis sur le marché. Et donc, comme tu le disais, on a finalement plein de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut juste faire l'empreinte optique, l'envoyer à son prothésiste. On peut faire un C'est petit peu ce du que tu fais, mixte. toi, Marie. Toi, Alors, tu fais ça, oui, Marie. moi, c'est ça. Moi, je fais l'empreinte optique et je l'envoie à mon prothésiste qui est à l'étage. C'est un peu particulier parce que nous, on a l'avantage de l'avoir juste à côté de nous. Et justement, quand je regarde les systèmes chairside, c'est-à-dire tu fais ton empreinte optique, tu fais ta conception, tu fais la fabrication, enfin, tu gères tout toi-même ou en tout cas dans ton cabinet. C'est vrai que moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est mais quel bazar au niveau organisation et puis peut-être même quelle perte de temps si on n'est pas bien optimisé. Et pour en avoir discuté déjà avec pas mal de confrères, c'est souvent l'objection numéro une, l'organisation, la perte de temps. Toi, je sais que dans ton cabinet, et en tout cas dans ta pratique, tu as mis des systèmes en place, une organisation en place pour pouvoir tout faire au sein de ton cabinet. Est-ce que, justement, est-ce que tu peux nous en parler? Et puis, qu'est-ce que tu répondrais aux dentistes pour lesquels l'objection numéro une, c'est les problèmes organisationnels autour du CEREC, par exemple? C'est tellement vrai, cette question, que Danskline nous a demandé, et je fais ça avec Olivier, mon compagnon, une formation sur le sujet. C'est de dire qu'en fait, une fois l'objection passée de est-ce que ça marche, ça c'est bon, on Oui. sait que ça marche, Oui. c'est comment on va mettre ça dans le cabinet, quoi. Qu'est-ce que je vais faire pendant que ça usine, Oui, est-ce c'est que ça. mon patient je le garde ou je le garde pas, est-ce que je fais un provisoire ou pas, etc. Alors moi j'ai quatre protocole, si on peut dire, de prise de rendez-vous, selon que je garde le patient sur le fauteuil. Et quand est-ce que je fais ça? Quand c'est super facile, super vite usiné, un matériau rapide à mettre en œuvre, comme par exemple les matériaux hybrides, tu vois, que je n'ai pas de cristallisation, que je n'ai pas trop de maquillage, tout ça. Je garde mon patient sur le fauteuil. Un usinage entre 4 et 12 minutes, ça va le faire. Ah oui, d'accord. Même 12 minutes, tu trouves quelque chose à faire, tu vois. C'est quand même mieux de garder le patient que de désinstaller, alors particulièrement en ce moment où c'est le bordel, Oui. avec le Covid. Là, on est super content de garder le patient. Bon. Mais pour autant, c'est ça. Ça correspond à un type d'acte et à un type de matériau. Pour moi, c'est les deux en même temps. D'accord, C'est ok. vraiment l'indication clinique et l'indication de matériau. Est-ce que ça va être long à mettre en œuvre, à usiner, à cristalliser, à maquiller, à finir ou pas? Le deuxième moment où je garde mon patient sur le fauteuil, c'est où je me mets la pression à moi. C'est-à-dire que je lui ai promis qu'il repartait avec un super sourire. Tu vois? Ok, d'accord. En amont, j'ai fait beaucoup de travail. En amont, comme tout le monde, je vais dire comme tous les gens qui font de la dentisterie esthétique, il y a de la prévisualisation, il y a un mock-up bien chiadé, bien peaufiné, avec validation du projet esthétique par le patient. Tu vois, il y a ceinture et bretelles en amont du rendez-vous. Toutes les étapes Et puis préliminaires. le jour, ouais, voilà. Ce qui fait que le jour du rendez-vous, peut-être mes preps sont déjà faites si mon mock-up c'est un provisoire, ou alors je fais mes preps, D'accord. mes préparations, mes tailles. J'ai copié le projet esthétique que j'ai rangé dans un catalogue que j'appelle le copie. Et après, je vais sortir des éléments. Ça va être long. Oui, c'est ça, parce qu'un Ça va sourire, être c'est long. quand même Mais 6 je vais éléments. avoir mon patient sous le nez. T'imagines? J'ai mon patient sous le nez. Tu fais tes essayages, tu fais tes états de surface, tu fais tes translucidités, tes maquillages, tu ajustes les petits bords.
moi, ça m'est déjà arrivé, malgré le fait d'envoyer pas mal d'informations à côté, de te retrouver avec un plan de sourire comme ça. Ça ne peut pas m'arriver. J'ai le patient sous la main. Tu vois, tous ces détails, moi, c'est un bonheur, c'est un plaisir, et ça ne convient pas à 90% des praticiens, on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. Mais pour des gens qui ont envie, je ne veux pas faire du prosélytisme avec ça, vraiment pas. Si tu as envie, c'est possible. Et Oui, tu c'est fais ça. ça. Voilà. Mais ce n'est Ok. pas du tout la norme. Ce qui est la norme, c'est un inlet, tu gardes ton patient. C'est clair. Une couronne postérieure en énamide, tu gardes ton patient. Une endocouronne, tu gardes ton patient. Le pied total, c'est je fais le traitement canalaire et la couronne par-dessus, définitive. Évidemment, si je n'ai pas d'infection à temporiser, tu vois. Ouais. Ça, c'est extra, ça, c'est extra. Tu ne t'embêtes pas avec un provisoire, tu as tout de suite une préparation étanche, stable, point de contact qui va bien, tu vois. Moi, ça, j'adore. En un temps. Donc finalement, Après, j'ai dû. Ouais, excuse-moi, je dis finalement, ton message, Dis-moi. c'est que si vraiment c'est votre seul frein, faites déjà le pas vers l'empreinte optique et puis laissez le reste. Et par contre, pour ceux qui ont Exactement. vraiment envie d'essayer, prenez rendez-vous avec toi et puis voilà, c'est voir comment on s'organise. Parce que Ouais, finalement, voilà, exactement. il y a des C'est ça, c'est solutions, mais il ça. faut vraiment avoir envie et vraiment la motivation de jouer à la fois les deux métiers, parce que c'est quand même un vrai métier que prothésiste dentaire. Et donc, faire du chairside, c'est quand même maîtriser plus que les bases d'ailleurs Complètement. de ce système-là. Complètement. Ok, Il faut un apprentissage là-dedans. d'accord. Alors après, je te dis donc, en deux, ce qui va être pour moi en deux, c'est le prothésiste idéalement pour toi. C'est-à-dire que toi, tu vas faire l'empreinte optique, ça va monter à l'étage et ça va te redescendre peut-être, pourquoi pas, dans l'heure qui suit ou l'heure et demie qui suit. Ce qui veut dire que dans ta demi-journée ou dans ta journée, il a 2 rendez-vous ton patient. Pas besoin de provisoire. Voilà. Ça, pour moi, c'est organisation 2. Organisation 3, c'est je fais un provisoire et je diffère la pause. Okay. Un jour, 2 jours, 10 jours, comme tu veux. Donc là, ça peut faire un circuit prothésiste. Okay. Ou ça peut faire un circuit interne. Chez moi, je diffère 3. Chez toi, 3 et 4, c'est les mêmes. C'est-à-dire que de toute façon, ça passe par prothésiste. Oui. Chez moi, 3, c'est différé, mais c'est quand même le praticien ou quelqu'un du cabinet qui est formé pour le faire, qui va faire l'élément. Chez nous, on a une assistante qui est formée pour faire ça, tu vois. Oui, c'est ça. Et en 4, c'est le passage connect. C'est-à-dire, ça sort complètement, c'est traité par le prothésiste, qui peut faire appel à une centrale d'usinage, en fait, tu vois, un centre d'usinage qui peut externaliser complètement, je crois, du titane ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est 4. Ok, d'accord. Donc j'ai 4 trucs bien ciblés en fonction de l'indication et en fonction du type de matériau. Et aussi de la difficulté, je vais même te dire, du niveau d'exigence esthétique également. C'est-à-dire que si c'est un besoin de faire par exemple du cutback, c'est-à-dire d'aller rajouter de l'incisal, tu vois, de faire des effets de lamelliser les éléments, ça c'est pas pour moi. J'ai appris à le faire, je ne vais pas le faire. C'est chronophage et je fais de toute façon moins bien que mon prothésiste. Donc, tu vois, mais tu as plein de solutions. Tu as des solutions où le prothésiste peut te faire la forme et te renvoyer à usiner. Tu as des solutions où tu peux usiner et puis lui laisser faire la caractérisation finale. Plein de schémas à adapter en fonction de ton cabinet. Tu as un labo ou pas, tu as 2 fauteuils ou pas, tu as quelqu'un qui est capable de faire ou pas, tu as envie ou pas. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, tu nous expliquais donc que tu t'es beaucoup formé en CFAO, mais que tu t'es aussi formé donc en organisation auprès de Pierre Brassard chez IDEO, et avoir eu le privilège finalement de faire des formations d'organisation en même temps que des formations de CFAO. Tout de suite, tu as dû trouver un peu le bon dosage entre les deux. Enfin, c'est des formations qui ont dû se compléter parce que l'organisation, comme l'enseignait Pierre Brassard, comme l'enseigne aujourd'hui Pierre Michel, c'est justement ça, c'est apprendre à regrouper des rendez-vous, apprendre à faire venir le patient, non pas pour 15 fois pour à chaque fois un composite, mais regrouper ses séances.
Et donc ça, c'est toute la philosophie finalement aussi du chairside et puis même sans chairside, la philosophie de la dentisterie avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que finalement, c'était les prémices de la CFAO et puis aussi les prémices de l'organisation. Parce qu'il il y a 20 ans, on ne parlait pas vraiment d'organisation ou pas beaucoup, en tout cas au niveau des cabinets dentaires. Alors effectivement, il y a 20 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Et à une période plus récente, quand j'étais donc en Auvergne, dans un cabinet dentaire qui s'appelle le cabinet de la Passerelle, Marien Dubreuil, notre jeune entrant associé, a été se former chez Pierre-Michel Leprado pour l'organisationnel. Et moi, je l'ai formé pour la CFAO. D'accord. Et en fait, le mix des deux est assez fantastique, quoi, parce que du coup, avec Pierre-Michel, il a appris toute la gestion optimisée pour faire que cette petite entreprise fonctionne au mieux. Et moi, j'ai juste eu à revoir avec lui comment intégrer l'outil CFAO. Et d'ailleurs, Marien, qui fait essentiellement de l'implanto, n'utilise pas beaucoup la CFAO direct. Il utilise un peu, mais pas énormément. Il utilise plutôt l'empreinte optique et puis il envoie faire beaucoup en connect. Voilà, ces éléments, on ne va pas les nommer chez Oven Prothèse. Mais l'un va pas sans l'autre, quoi. L'un va pas sans l'autre, parce que si tu t'embarques que sur d'un point de vue génial, je fais de la CFAO direct, je m'éclate, je suis la plus forte des dentistes, mais tu peux couler, hein. Parce que tu vas passer des heures devant ton écran et tu vas passer des heures à chiader un petit truc et puis tu vas t'intéresser à un nouveau logiciel et puis tu vas t'intéresser à un nouveau matériel et tu vas t'acheter encore une nouvelle caméra à 50 000 et puis tu vas investir dans un logiciel machin tu vas prendre une licence à 3 000 et puis après tu vas remplir tes tiroirs de nouveaux matériels. Mais non, mais là, c'est de l'investissement plus et à quel moment tu penses à la rentabilité? Donc, l'organisationnel est indispensable parce qu'il faut rentabiliser ses actes, optimiser le temps de présence de tout le monde, du patient, de l'assistant, du dentiste. Et voilà, et l'un va pas sans l'autre. Donc, effectivement, moi, il m'a semblé évident qu'il faut les deux aspects, quoi. Voilà. Okay. Bon, après, si tu fais que de l'empreinte optique, la formation purement technologique, elle est rapide. Oui. Oui, c'est très intuitif. Tu peux en parler. Toi, tu es avec 3Shape, ça va bien, quoi. La courbe d'apprentissage de l'empreinte optique, elle est assez rapide. La courbe d'apprentissage du système complet, c'est une autre paire de manches. Il faut avoir envie. Mais elle ne doit jamais être déconnectée de l'organisationnel du cabinet. C'est super. En tout cas, toi, c'est ce qui t'a aidé, faire les deux en parallèle, finalement, c'est ce qui t'a aidé à progresser et puis à créer ta propre organisation. Puisque l'organisation CFAO n'existait pas finalement quand toi, tu as commencé. Donc, c'est les deux jumelés qui t'ont permis de mettre en place l'organisation que tu as aujourd'hui, quoi. Et puis que j'ai pu adapter, c'est-à-dire que la création de cabinet, donc là, c'est tout comme j'ai voulu, avec le fauteuil, l'intégration dans un cabinet de groupe existant où on avait chacun qu'un seul fauteuil, où il n'y avait pas de CFAO, hop, ça a été à réfléchir. Mais heureusement, l'organisationnel était fait. Donc, j'ai eu juste à optimiser des protocoles de réalisation, si tu veux. Et puis, donc Didier Combarieux, le grand argentier. D'accord. Voilà. Il y a des Auvergnats de surcroît qui te dit bon, ça va bien ton truc, là, ça coûte 100 000. Et puis, comment tu vas facturer? Donc là, on a sorti les grilles, les coûts horaires. On a fait nos chronos sur 10 éléments. Tac, tac, tac. Et là, on a pu mettre un prix d'honoraire correspondant au travail. Tu vois, optimiser ça aussi. C'est toute la possibilité, même si c'est un peu mis à mal par la nouvelle CCAM aujourd'hui, tu as des façons de compenser avec des lignes qu'on rajoute pour détailler la simulation des objectifs thérapeutiques, etc. Avec la nouvelle CCAM, tu arrives quand même à te faire payer à la hauteur de ce que tu fournis comme type de matériel et de matériaux, je pense. Mais ça, c'est l'organisationnel. Ça, c'est pas la CFAO. Ok, d'accord. Et là, donc, on est en pleine
expansion, ça, c'est en train d'exploser. Il y a des caméras qui sortent un peu tous les jours, des nouveaux systèmes. Les prix en plus sont cassés, entre guillemets, par rapport à il y a 5 ans, et puis on n'en parle pas par rapport à il y a 10 ans. Et toi, là, aujourd'hui, quels sont tes projets finalement, ou quels sont tes axes de progression pour les années à venir? Est-ce que tu imagines encore d'autres choses, d'autres nouveautés en termes de CFAO, en termes d'empreinte optique? Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est quel bonheur d'avoir l'empreinte optique au cabinet, mais aussi la fabrication. Pourquoi? Parce que je me rends compte que dans mes plans de traitement, tout ça est de plus en plus imbriqué. C'est-à-dire, je viens de prendre une licence pour faire de l'orthodontie et des aligneurs invisibles à partir d'une empreinte optique. En l'occurrence avec ma Praniscan, et j'ai choisi SureSmile parce que voilà, c'est le package d'Unstyle. Mais beaucoup d'autres le font, beaucoup d'autres marques le font. J'ai ramené de l'implantologie dans le cabinet d'Olivier qui déléguait la partie chirurgicale. Hop, moi je fais toute l'implantologie simple. Je ne fais pas de greffe ou de comblement de sinus, mais toute l'implantologie simple, elle est planifiée avec un cone beam et une empreinte optique. Ouais. Et avec ça, je fabrique des guides pour faire de la chirurgie guidée, mais ceinture et bretelles, quoi. C'est fabuleux. Donc, tout ça, ces indications, elles gonflent, Moi, ce que j'aime, c'est que ça se simplifie. Tu vois, l'interface utilisateur, tu vois, tout ça, ça se simplifie. Super. J'ai encore un peu de mal, entre nous, avec la prévisualisation esthétique. Les DSD, les Smile Designer Pro, je sais les faire tourner, je les utilise de temps en temps, je trouve ça encore lourdingue. Là, il faut faire des progrès, les petits gars. Voilà, ça. J'espère que ça va progresser là. Là où ça doit progresser, mais vraiment sérieusement, c'est tout ce qui est au plus haut. Ouais. Tu vois, c'est encore compliqué aujourd'hui de faire empreinte optique, cone beam, téléradio, enregistrement myo, quelque chose, pour obtenir une gouttière de repositionnement mandibulaire. Ça aussi, c'est lourd. Le protocole est lourd. Ouais. Le protocole est lourd. Donc ça aussi, ça doit progresser. J'attends avec impatience un arc facial numérique. Ouais. Ah, mais quand est-ce qu'il va sortir ce foutu arc facial numérique? T'imagines, top, tu mets ça sur la tête du patient, ça enregistre toutes ces pentes condyliennes, tous ces mouvements condyliens là. Tu mets les chiffres que ça te donne directement sur le logiciel. Hop, l'articulateur virtuel est programmé. Et là, tu fais tes surélévations occlusales avec des overlays, tu fais des calques, tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais pas dans l'absolu, pas au doigt mouillé, quoi. Hein, truc précis. Donc ça, voilà, des axes de recherche, des axes de développement, il y en a. J'attends ça. Moi, j'attends ça. D'accord. Ok. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas participer encore activement, ou là maintenant, j'ai envie de dire, tu profites du système CFAO et puis tu passes la main pour profiter finalement des progrès qui vont être faits par les autres, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Chacun son tour. Il y a de la force vive qui arrive. Tu as des gens super brillants, là, 28, 30, 35 ans, tout mouillés de frais, là. Ils ont la super patate. Allez, les gars. Travaillez. Par contre, je garde l'œil et je lâche pas. Tu vois, je lâche jamais. Je lâche pas. Je continue à être en veille technologie tout le temps et hop, je vois un truc intéressant, je l'intègre. Oui, puis c'est une vraie passion, on sent. Hein. C'est une passion. Alors, ça m'amène à… Là, j'aimerais qu'on change un petit peu de sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de la CFAO, de ta passion pour la CFAO, comment tu es arrivée à la CFAO. Et un autre aspect qui m'intéresse beaucoup chez toi, c'est ta carrière en tant que femme. Parce que tu fais partie des femmes chirurgiens-dentistes qui ont une carrière qui est brillante, qui ont en plus… qui ont participé à la révolution technologique en dentisterie. Donc, moi, je trouve ça vraiment passionnant et très inspirant. Je sais que tu as des enfants. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que très tôt, tu t'es investi dans ta carrière. Et j'imagine qu'à un moment, il y a dû avoir, pas collision, mais bon, ça a dû être quand même un petit peu compliqué. Et que tu t'es retrouvé dans ce que j'appelle un peu la position des équilibristes, quoi. L'équilibre entre ta vie de maman, enfin ton métier de maman et ton métier de chirurgien-dentiste.
Et ma question, c'est déjà, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que tu t'es sentie un petit peu dans cette position? Et si oui, finalement, comment tu as réussi à passer au-delà de ça? Comment tu as réussi à gérer les deux, à trouver une organisation et puis à le faire finalement sans culpabiliser, sans te décourager parce que c'est pas, je parle en mon nom, puis au nom aussi de beaucoup de femmes qui sont chirurgiens dentistes. C'est très difficile de faire face à nos deux métiers parce que quand on est passionné par son métier, on a envie de s'investir à 200%. Et en même temps, quand on a des enfants, voilà, c'est dans la vie personnelle, ça demande un investissement très important et on est aussi maman avant tout. Et donc, on est souvent partagé et sur le fil. Quand ça va bien sur un domaine, ça ne va pas forcément très bien sur l'autre et on joue sans arrêt voilà, les équilibristes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience en la matière? Oui, je vais parler de mon expérience, c'est gentil de me poser la question. De là à ce que ce soit la bonne manière de faire, je ne suis pas sûre. J'ai une fille, et j'ai une fille d'un premier mariage que j'adore absolument. Je fais un petit coucou à la formaticienne au Canada maintenant. D'accord. J'ai jamais lâché mon rôle de maman, mais j'ai toujours pensé que je préférais être moi-même et donner l'image d'une maman qui va bien, que d'être super présente à faire de la pâte à sel et de faire les devoirs et de faire la douche et de faire tout ça. Parce que ça, c'est pas trop pour moi. D'accord? Okay. C'est pas trop moi, j'avoue. Tu vois, je suis pas une super maman poule. Donc, j'ai préféré n'avoir aucun secret pour elle, mais pas forcément un maximum de présence physique. Et effectivement, dans le jeune âge, j'avais une jeune fille au père. Surtout qu'après, j'étais mariée, il y avait deux jeunes garçons avec nous. Enfin, voilà, c'était une grande famille recomposée. La jeune fille au père était très précieuse. Mais je vais te répondre à un truc, c'est que c'est pas avec les enfants que ça a coincé. D'accord. Malheureusement. Je ne crois pas que maintenant, me tienne rigueur, que j'ai été un peu moins présente et qu'il y avait des soirs où je n'étais pas là. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. C'est avec les maris que ça a coincé. Ouais, ça a toujours été. Ouais. Il y en avait même un qui me disait, mais tu prends la grosse tête, tu ne te vois pas. D'accord, mais voilà, finalement… j'ai entre mes trois rôles, entre le pro, le maman et l'épouse, c'est le troisième, l'épouse qui a toujours été un peu le flanché. plus malmenée en fait. Voilà, qui a flanché. C'est celui dans lequel c'est là que je lâchais. D'accord. Bon, alors en moralité, j'ai 3 divorces à mon actif, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas recommandable en tant que tel. D'accord. Mais Okay. quand tu as 3 maillons comme ça qui tiraillent dans tous les sens, il y en a un qui morfle un peu. Et Dieu merci, c'est pas l'enfant. C'est le mari, c'est moins grave. C'est moins grave. En tout cas, ce que je retiens finalement, c'est que tu as fait le choix de te dire que si tu t'épanouissais pleinement dans ton métier, et que ce que tu appelles être vraiment soi, parce que c'est ce que j'ai compris, tu étais passionnée par ce que tu faisais, et être passionnée par ce que tu faisait te sentir bien, et finalement c'est ce qui a fait que voilà, tu as réussi à trouver quand même ton équilibre avec tes enfants. Alors bon, ça n'a pas trop marché avec ton mari ou tes maris, mais bon, j'ai envie de te dire, ça, c'est pas toujours lié au travail, c'est la vie, on a parfois des partenaires de vie qui sont pas les bons, et puis c'est comme ça. Et donc, voilà, mais en tout cas, même si tu dis, je ne sais pas si c'est recommandable, je pense que si au niveau des enfants, parce que c'est un métier dans lequel beaucoup de femmes, et puis il y a d'autres métiers aussi, peuvent vraiment beaucoup culpabiliser, parce que c'est un métier qui demande du temps, qui demande de l'investissement, et donc, de l'investissement aussi pour être un bon chirurgien dentiste au niveau technique, parce que ça demande quand même un niveau technique, ça demande de se maintenir à niveau, beaucoup de formation, voilà, c'est ça, tout ça, et donc beaucoup d'investissement en temps. Et donc, voilà, moi, à titre personnel, j'adore énormément mon métier. J'ai 2 jeunes enfants et je sais que moi, je trouve toujours inspirant, voilà, de rencontrer des femmes comme toi, des femmes qui ont réussi à ne pas tout rater, entre guillemets, avec leurs enfants et en même temps à avoir une carrière. Et quand tu parles de ta fille, voilà, tu dis que ta fille, elle a conscience que tu adores ton travail, que tu es passionnée par ça. Et donc, elle te renvoie. Combien de fois je lui ai dit, je n'ai pas été une super maman, je n'ai pas été très présente, j'étais souvent en vadrouille parce que tu fais des déplacements professionnels qui t'emmènent pendant 3-4 jours, qui ne sont pas là et tout. Elle me dit, mais c'est pas ça que je retiens, moi je suis super fière de toi. Voilà. J'ai l'image de quelqu'un qui a mené sa vie. Elle me dit, ça me plaît. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis c'est ça qu'elle retient.
Ça l'a inspiré aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais te poser une question que j'aime bien poser. C'est, est-ce que dans ta carrière, tu as vécu à un moment un échec, ce que j'appelle un échec brillant, c'est-à-dire un échec qui t'a vraiment marqué et qui t'a beaucoup appris. Et donc, finalement, il t'a été très bénéfique parce que si cet échec n'avait pas eu lieu, bah, voilà, tu n'en serais pas là où tu es aujourd'hui et tu n'aurais pas eu la carrière que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Oui. À la fin de mon aventure lyonnaise, donc j'avais fait ma création de cabinet, ça faisait 10 ans que ça tournait. Et là, l'attention que je portais à l'organisationnel, à une bonne gestion et tout, je l'ai laissé partir en quenouille. Parce que j'étais en plein divorce, parce que j'étais retombée amoureuse, parce qu'on me sollicitait pour plein de trucs, que je ne savais pas dire non, que je ne savais pas doser, tu vois. Et là, j'ai lâché sur l'organisationnel. J'ai failli couler le cabinet. Hein. D'accord. J'ai failli couler le cabinet parce que je n'avais plus le dosage des curseurs, l'attention portée à la santé de l'entreprise, au temps passé, aux investissements qui étaient énormes, hein, parce que je m'étais acheté tout, enfin bon, hein. Et voilà, j'ai failli le payer très très cher. Et il n'est pas question de lâcher la barre du navire, parce que le navire fait 90 degrés, et là, tu fonces dans la tempête, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Et ça a été cuisant. J'ai laissé des plumes financières, mais c'est une leçon que j'ai jamais oubliée. Alors, je t'avoue maintenant que quand je me suis intégrée dans le cabinet en Auvergne, où là, il y avait un super argentier, super méticuleux sur l'argent, sur l'organisation, sur machin, je ne suis pas capitaine, je suis co-capitaine. C'est cool. Moi, je vais faire ma part, je vais leur amener la nouvelle technologie du truc. Et il y avait un bon gestionnaire à bord. Voilà. Et j'avoue aussi que là, d'intégrer le cabinet de Châle, je sais qu'Olivier Le Maire est un bon gestionnaire, qu'il fait très attention à tout ça, il est formé aussi à ça. Voilà. Quand on n'y arrive pas tout seul, la leçon, c'est trouver le bon partenaire qui va faire que ça va rester dans les clous. Et c'est indispensable. Voilà. Ne jamais lâcher, ne pas partir sur des passions multiples, mais garder le contrôle. Donc finalement, là, tu as fait le choix de garder ta passion pour la CFAO suite à ça. Et puis, voilà, d'intégrer des cabinets déjà bien organisés, avec des gestionnaires à leur tête pour te décharger de cette partie-là. Ok, d'accord, très bien. Tu avais un conseil à donner à un dentiste trentenaire pour avoir une carrière qui soit aussi enthousiasmante que la tienne, une carrière qui apporte du bonheur, qui permette de s'épanouir. Alors j'imagine que tu as sûrement plein de conseils à donner, mais est-ce qu'il y en a un en particulier, un qui te vient spontanément, que tu aimerais donner aux dentistes trentenaires finalement qui nous écoutent? Je vais dire la phrase que nous avait dit Pierre Brassard à l'époque. Il a dit il faut un objectif, il faut un rêve pour fixer un rêve. Un rêve de type d'exercice et de type de cabinet que l'on veut. Et ton rêve n'est pas mon rêve, et n'est pas celui de tes partenaires de route dans le même cabinet. Mais pour autant, il te faut un rêve. Il faut réfléchir en amont à qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux être un grand implantologiste, tu veux être dans les bio quelque chose avec des petites poules de perlimpinpin. Non, mais je suis dure avec ça. Mais je veux dire, il faut être conforme avec ses propres aspirations. Voilà. Okay. Moi, j'ai aimé la nouvelle technologie, j'ai aimé l'esthétique. Et au passage, j'ai découvert que j'aimais la relation humaine. Donc, mes cabinets sont toujours à propos de ça. Et le trentenaire, c'est ça qu'il va poser comme question. C'est qu'est-ce que j'ai envie de voir quand je me regarde dans la glace? Est-ce que je vais être un super dentiste méticuleux? Est-ce que je vais être au service de la population de manière presque un peu humaniste? Est-ce que je vais être super technique? Est-ce que je vais être manager d'un cabinet avec plein de collaborateurs? Tu vois, voilà. Comment on se voit, dans quel rôle on veut se sentir, quel genre d'activité on veut avoir avec cette super opportunité d'être dentiste, parce que mine de rien, ça te permet de faire tout ça comme tu veux. Et si tu as décidé ça, allez, tu mets
Tu mets les outils en face. Vas-y, va te former, va te former en gestion, va te former en relations humaines, va te former en implantologie, va te former en je sais pas quoi, en management. Voilà. Voilà ce que je dirais à un trentenaire. Donc, ouais, c'est ça, ne pas se laisser porter un petit peu, c'est bien prendre le temps d'écrire sa vision finalement, et puis après, foncer. Ok, super conseil. Exactement. Merci Fabienne. C'est ce que tu as fait, non? Un petit peu, oui. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Ouais, Oui, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Ouais. Oui, et j'en suis heureuse, effectivement. C'est un super conseil. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a beaucoup inspiré dans ta carrière ou dans ton début de carrière, une personne qui a beaucoup compté dans ta carrière, qui a impacté ta carrière positivement? Bah oui, bien sûr. Oui. Je dirais 2 personnes. Allez, D'accord. pour moi 3. J'en ai 3. La première, c'est Jean-Pierre Toubol. Oui. C'est grâce à lui que j'ai connu François Duret, deuxième personne. Oui. Et troisième personne, Pierre Ronsard. Voilà, c'est les 3 personnes qui m'ont du coup donné l'envie d'être apprentiste. Le premier, Toubol. Le deuxième qui m'a apporté la nouvelle technologie et la troisième qui m'a apporté le relationnel humain. Donc, voilà. C'est les personnes qui t'ont aidé à construire ta carrière finalement telle qu'elle est là aujourd'hui. Ça marche. Ok. Alors j'aime bien demander pour terminer l'interview, s'il y a une citation ou un livre qui t'inspire. Et voilà, si oui, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça t'inspire, en quoi ça t'inspire? Donc Marie, tu me demandes une citation que j'aime bien et que je cite. En fait, c'est pas une citation, tu sais, ça fait partie de ces mini-mantras. Oui. J'en ai un que mon papa m'avait donné, c'est on n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Ça, c'est pour quand tu es en montagne et qu'il faut continuer d'avancer. Voilà. Bon. Ok. Après, non, celle que j'aime bien, c'est tu ne vis qu'une seule fois. Et si tu le fais correctement, une seule fois suffit. Ah oui, c'est pas mal. Celle-là, elle me parle beaucoup. Et si tu savais qui a dit ça? Une femme géniale. C'est vrai? Mae West. C'est Mae West. D'accord. C'est Mae West, cette grande actrice des années 50 qui dit ça. Et ça me parle, ouais. Je suis moyennement, je ne suis plus religieuse, je ne suis plus à compter sur la vie d'après pour récupérer mes erreurs. Je suis vraiment focus sur l'instant présent et faire en sorte que ma vie ressemble à quelque chose. Voilà. Ouais, c'est ce qui te guide à... Bien tout. Ouais, voilà, c'est ça. Belle citation. Merci Fabienne. Merci. Est-ce que pour terminer, il y a un message que tu aimerais faire passer ou quelque chose que tu n'as pas dit, que tu aimerais partager avec nous avant qu'on se quitte? Oui, que toute cette grande famille des dentistes, là, ça bouillonne, ça pulse. Je suis ravie de te connaître, Marie, parce que je vois que tu fais partie de cette génération, quasiment l'âge de ma fille, mais presque, mais qui est là, qui aime son métier, qui a une vision, qui est impliquée, qui tient son rôle de maman. Voilà. Je suis ravie de voir que tout ça va profiter à tout le monde, que profite à nos patients, profite dans le groupe de dentistes, profite à la vie en général. On est tous là pour apporter notre petite contribution. Et c'est tout. Merci pour ça. Merci de m'avoir demandé la mienne de contribution. Vraiment, je suis très, très touchée. Merci beaucoup à toi. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi et puis d'écouter tout ce que tu nous as partagé, de te rencontrer, parce que finalement, de rencontrer la personne qui fait qu'aujourd'hui, j'ai entre les mains une caméra optique qui fonctionne, parce que c'est toujours plaisant de faire la connaissance des personnes qui ont été à l'initiative ou qui ont participé au développement des systèmes. Et voilà, j'ai adoré t'écouter, j'ai adoré écouter ton enthousiasme, j'ai adoré voir à quel point tu es passionné par ce que tu fais. Et donc, merci beaucoup à toi. Et puis, à très bientôt, j'espère en présentiel. À très bientôt, Marie. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Merci à tous ceux qui sont allés s'abonner sur YouTube, sur Apple Podcast, qui nous ont mis des notes, des commentaires. Vos retours sont vraiment très précieux et très importants pour nous. Merci beaucoup à vous. Pour ceux qui ont aimé ce nouvel épisode,
Alors, nous vous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez 2 minutes de votre temps pour aller vous abonner, soit sur YouTube, soit sur Apple Podcast, sur les deux, comme vous voulez. Si vous nous mettiez une petite note sur Apple Podcast ou sur YouTube, même chose, un commentaire pour nous faire part de votre retour. C'est vraiment très important pour nous. Ça compte énormément puisque ça nous permet de connaître votre ressenti par rapport à ce nouveau format. Ça nous permet de savoir si ça compte pour vous, si ça vous aide. N'hésitez pas également à nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires, si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions, des personnes, des personnalités que vous aimeriez entendre sur ce podcast. Alors surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, sur Instagram, sur notre site www.c2sformation où vous retrouverez également toutes les formations que nous vous proposons. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.